la séparation des religions et de l'État. Elle préserve la liberté de conscience de chacun, mais elle impose aux agents publics, elle s'impose aux agents publics car ils sont tenus à la neutralité. J'espère que l'intervention ne sera pas trop lourde. C'est vrai qu'on va aborder beaucoup de notions. Alors, je sais que pour certains, ça va être un peu frustrant de ne pas pouvoir poser des questions au moment de l'intervention, mais ce que je souhaite vraiment, c'est que nous puissions partir sur des bases communes pour ensuite échanger et pas partir uniquement sur de l'affect. Je sais que ce sont c'est un sujet sensible. Je suis là aujourd'hui pas seulement en tant que représentant d'une congrégation et comme sœur, je suis là déjà en tant que citoyenne et c'est vraiment ce point-là qui nous réunit en premier, c'est que la laïcité nous concerne tous, quel que soit notre état de vie. Et c'est important que nous puissions échanger sur ce point-là, de réfléchir ensemble à nos pratiques de la laïcité dans notre vie à chacun, mais aussi dans nos lieux de travail, nos lieux professionnels, nos lieux de vie. Et donc c'est un peu le but de cette rencontre aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger sur des fondamentaux et rappeler ces fondamentaux. Je sais fort bien que vous les savez déjà. Voilà, c'est important de pouvoir échanger dessus et de relire l'actualité sur ces fondamentaux et pas sur des fausses idées ou sur des fausses informations. Et c'est bien là tout le travail qui est entamé aujourd'hui. Voilà. Donc merci pour votre écoute déjà et votre patience. Je sais qu'on va aborder beaucoup de choses, voilà, des choses qui ne sont pas forcément toujours très drôles. Voilà. Donc je me suis permis de vous préparer un petit PowerPoint. Alors, pas de panique, hein. Il y a beaucoup d'éléments dessus. Je sais que c'est très fourni, mais pour ceux qui le souhaitent, il y a une possibilité de récupérer le PowerPoint. Alors bien sûr, il sera sécurisé. Le but, c'est pas de le diffuser à tout va. Mais voilà, si vraiment certains sont intéressés, c'est toujours faisable. On verra ça avec Madame Pélisson, mais voilà, donc, de manière très limitée, si possible. Voilà, ça restera un outil accessible en tout cas. Voilà. À préciser que ce PowerPoint n'est pas que de ma composition, j'ai aussi pris sur plusieurs auteurs, donc voilà, ce n'est pas ma propre propriété intellectuelle, je tenais quand même à le préciser. Voilà, donc aujourd'hui un peu notre feuille de route. Voilà, on va aborder plusieurs objectifs. Déjà, comprendre ce qu'est la laïcité, la comprendre au niveau juridique. Voilà, je sais que ça peut paraître un peu ennuyeux, voilà, mais c'est vraiment le côté important du sujet, la laïcité en France. Ensuite, prendre conscience et connaissance de l'importance de la laïcité dans notre société, quelques repères aussi pour mieux la vivre, et puis ensuite l'impact que la laïcité a sur différentes structures. Alors, bien sûr, j'ai plutôt l'habitude de traiter de la laïcité dans les établissements de santé, mais je ne traiterai pas que de ça, bien entendu. Hein. Je vais essayer de ratisser plus large, si j'ose dire. Surtout qu'ici, dans l'Assemblée, il y a d'autres représentants que les établissements de santé. Il y a des représentants des établissements scolaires et d'autres, voilà, des maires aussi également. Donc voilà, j'évoquerai des principes qui sont applicables à plusieurs structures, mais pas seulement à la structure hospitalière. Bien d'accord là-dessus. Donc voilà, une petite introduction déjà pour commencer. Vous le savez, l'actualité elle est assez importante. Hein. La laïcité, il y a très peu de jours dans une année où on ne parle pas de la laïcité, alors souvent en négatif malheureusement, mais depuis plusieurs années on fait référence à des problèmes de port du voile, on fait des références à des problèmes de crèche. On fait également référence à l'espace public. Donc tous ces sujets, il y a quelque temps on parlait du burkini à la plage. Donc tous ces sujets, on en a tous entendu parler, on les a tous écoutés ou lus dans les journaux, et c'est quelque chose qui soit soulève de l'inquiétude, soit soulève des questions, des incompréhensions, et c'est normal.
Donc voilà, tous ces éléments, toutes ces affaires qui ont pu nous être présentées par les médias soulèvent un questionnement important. Et en réalité, à travers ces événements, c'est bien la méconnaissance parfois de la laïcité qui se révèle, et en tout cas la mauvaise application de la laïcité. Donc il est important d'essayer de remettre les choses dans leur ordre pour qu'on puisse vraiment partir sur de bonnes bases et se rappeler, se souvenir des éléments importants qui ont créé cette notion de laïcité. Voilà, d'où elle vient, comment elle a pu évoluer et comment aujourd'hui on la reçoit et comment aujourd'hui nous pouvons la faire grandir et la faire évoluer dans le bon sens. Que ce ne soit pas un moyen de s'écharper et de se diviser, mais bien au contraire de rester unifié et de favoriser la démocratie et la liberté. Donc, en soi, la laïcité n'interdit rien. C'est possible d'agrandir un peu l'écran. Je pense sur l'ordinateur, c'est possible. Je pense, oui. On ne peut pas faire beaucoup plus, je suis désolée. Voilà, donc la laïcité en soi n'interdit rien. Elle pose simplement un cadre. Alors, si on part dans l'idée qu'elle interdit quelque chose, c'est parce que la valeur est mal comprise. Bien sûr, si elle est mal comprise, ça crée des tensions, mais en soi, la laïcité garantit quand même une certaine liberté. Et une liberté individuelle et une liberté collective. Et cette liberté collective, c'est la possibilité de vivre ensemble dans une société libre, égalitaire et fraternelle. Fraternelle dans le sens égalité, fraternité, liberté. Pas fraternelle au sens religieux du terme. D'accord? Donc là, c'est bien la devise de la République française. Liberté, égalité, fraternité. D'accord? Donc c'est vraiment dans cette optique-là que la laïcité pose un cadre. Alors, dans un premier temps, donc, je vais reprendre un petit peu les bases de la laïcité. Déjà écarter les fausses idées que nous pouvons avoir sur cette notion, et elles sont malheureusement nombreuses. Alors, les idées reçues, les concepts mal perçus sur la laïcité, elles polluent nos rapports sociaux et professionnels. Et donc, il est important de redéfinir en fait ce qu'est la laïcité. Alors, on entend parfois que la laïcité elle fait de la religion une affaire privée, que la laïcité c'est de l'athéisme, que la laïcité c'est juste une valeur, que la laïcité interdit l'expression de la religion en public. Tout ça en fait ce sont des fausses idées, elles sont mal indiquées, mal perçues, et c'est rien de tout ça en fait. Donc la laïcité, ce n'est pas qu'une valeur. La laïcité, elle poursuit une fin qui est bien plus grande, qui est une fin juridique et sociale. On l'a dit tout à l'heure, c'est basé vraiment sur le principe liberté, égalité, fraternité. Donc accorder à chacun la liberté de ce qui est bon pour lui, en sachant que cette liberté s'arrête où la liberté de l'autre commence. Donc c'est pas je fais ce que je veux quand j'en ai envie. Cette liberté-là, elle est encadrée. D'accord? Donc il y a la liberté et la volonté de répondre à ce cadre juridique qui nous est donné.
La laïcité, quand on dit que la laïcité, en fait, renvoie la religion à des sphères uniquement privées. En fait, c'est pas exact, puisque la loi de 1905, elle nous garantit la liberté de conscience, qui inclut la liberté de manifester sa religion publique. Alors, il ne faut pas confondre la liberté d'afficher la religion publique et le prosélytisme. Ce sont deux notions très différentes. Voilà. Aujourd'hui, je suis devant vous en habit. C'est bien parce que la République française m'autorise à pouvoir me vêtir comme bon me semble, y compris pour manifester mon appartenance à une religion. D'accord ? C'est pas pour autant que je vais vous forcer aujourd'hui à vous baptiser dès la fin de la séance. D'accord ? Je n'impose rien en soi. Je n'impose rien, je manifeste juste mon appartenance. D'accord ? Comme je n'aurais rien au fait que quelqu'un ait sur soi un badge d'une organisation syndicale ou, je ne sais pas, un collier tribal quelconque ou un tatouage tribal quelconque qui lui permettrait de manifester son appartenance à un groupe culturel ou un groupe cultuel autre que le mien. C'est simplement de la tolérance, c'est accepter l'autre tel qu'il est, et ça c'est le propre de la laïcité. On entend aussi que être laïque, c'est être athée. Donc il faut distinguer le fait que la laïcité ne donne aucune importance à une croyance plutôt qu'à une autre. Elle accepte toutes les croyances. Vous le savez, en France, on n'est pas un État religieux, on est un État laïque. C'est-à-dire qu'il y a parfois des systèmes politiques qui ont une religion d'État, ce qui n'est pas le cas en France. Donc ça veut dire qu'en France, on accepte toutes les religions, mais l'État n'a pas de religion, n'a pas de préférence culturelle. Donc voilà, elle reste laïque. Et donc n'a pas de préférence pour telle ou telle religion. Elle a conscience et connaissance qu'au sein du pays, il existe plusieurs mouvances et plusieurs croyances. Mais elle n'a pas une préférée plus que l'autre. Elle les accepte toutes. Alors on verra qu'il y a des conditions, hein, bien sûr. Voilà, donc quelques petits points sur ces fausses idées et remise en ordre de ces fausses idées, si je veux dire. Alors, pour être un peu plus précise dans l'avancée de notre réflexion, on va essayer de soulever quelle est la vraie définition, et si toutefois il y en a une, de la laïcité. Étymologiquement, le terme de laïcité, ça provient du grec laikos. Du terme laikos, qui veut dire commun, qui veut dire du peuple. Par opposition au terme cléricos, donc clerc, qui désigne des institutions religieuses. Donc vous voyez que déjà, au niveau de la langue, on arrive à distinguer l'un et l'autre. Le terme laïcité, en soi, n'apparaît dans la langue française qu'à partir de la moitié du XIXe siècle. Donc vous voyez que ce n'est pas si récent que ça. Et en 1871, ce terme laïcité apparaît dans le cadre de l'enseignement public. Donc c'est à partir de ce moment que l'on va vraiment utiliser, que dans la langue française, on va insérer ce terme laïcité. Alors la définition en soi de la laïcité va nous poser un petit problème, parce que c'est un concept un peu univoque. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est que ce concept-là nous pose question. Son acceptation française, si on reprend la définition donnée par Ernest Renan, c'est l'état neutre entre les religions, tolérant pour tous les cultes et forçant l'Église à lui obéir sur ce point capital. Certes, c'était la définition d'Ernest Renan, mais il dit quelque chose d'important, l'état neutre entre les religions. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que la France n'est pas
n'est pas un État religieux, c'est un État laïque qui ouvre la porte à bien des religions. Contrairement à la langue française qui va jouer sur les mots, si je veux dire, le droit, lui, va donner une définition un peu plus cadrée de la laïcité, en expliquant que c'est un principe de séparation de l'État et de ses institutions, et de la société religieuse et de ses institutions. Donc là, vous voyez un petit peu le lien qui va nous ramener, en fait, à la loi de 1905, où on va nous parler de la séparation des églises et de l'État. Je précise bien des églises, parce que souvent, dans le langage commun, on nous dit c'est la séparation de l'Église avec l'État. C'est faux. C'est la séparation des églises. Et on n'entend pas Église, c'est les différentes croyances, pas simplement la croyance chrétienne. D'accord? Donc, la laïcité, c'est bien la séparation de l'État et de ses institutions, séparation des pouvoirs, et des institutions et de la société religieuse. Donc vous voyez qu'il y a un double balancement, si j'ose dire. On nous dit bien qu'il y a une séparation des pouvoirs et une séparation avec les institutions, y compris religieuses. D'accord? Donc la laïcité, comme vous avez pu le comprendre, insiste sur le fait qu'il n'y a pas de reconnaissance de religion d'État. Pas de reconnaissance de religion d'État. Le principe de la séparation entre l'État et les institutions religieuses peut trouver des applications dans d'autres pays. Vous avez d'autres pays qui sont concernés par des religions d'État. Vous avez la Turquie, par exemple. Voilà. Il y en a d'autres, hein, mais il y en a quand même pas mal qui ont une religion d'État. Nous, c'est pas le cas. Donc voilà un petit peu pour une petite définition en fait de la laïcité qui vous permet de remettre les choses dans leur contexte. Alors, cette définition, bien sûr, elle s'enracine dans une histoire. La laïcité, je l'ai dit, le terme laïcité est apparu à la moitié du XIXe siècle, mais il y a eu toute une genèse en fait de la laïcité. C'est pas par le pouf comme ça, par l'opération du Saint-Esprit. Il y a eu tout un ensemble d'éléments qui ont fait que la laïcité est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, mais elle s'enracine déjà dans un mouvement idéologique, un mouvement politique et un mouvement philosophique qui a donné naissance à ce principe juridique. La laïcité en soi est un concept assez récent et l'histoire des relations entre les pouvoirs publics et le pouvoir religieux rejoint celle d'une autonomisation progressive de l'État vis-à-vis du pouvoir de l'Église catholique, principalement, jusqu'au début du XXe siècle. Donc vous voyez que finalement c'est une histoire qui continue un petit peu chaque jour, y compris maintenant, hein, ça ne s'arrête pas au XXe siècle. Et donc il y a un rôle important de la société française vis-à-vis de cette notion juridique de la laïcité. Alors, je vais vous préparer des éléments qui vont vous permettre de comprendre les petits repères historiques de la laïcité. Alors, on va revenir de loin, mais à partir de Clovis jusqu'à la Révolution française, c'est-à-dire de 448 à 1789, de taille large, mais voilà, il y a eu le baptême de Clovis qui n'était pas un événement si évident que ça, où en fait le catholicisme devient la religion officielle de la cour. Donc là c'était un mouvement politique fort. Et cette période va s'achever avec l'édit de Nantes et les guerres de religion en 1598. Je vous passe tout le détail parce que ce serait trop long. Mais l'édit de Nantes et les guerres de religion en 1598, avec un édit signé par Henri IV qui va révoquer en 1685, qui va être révoqué en 1685. Et ensuite, Louis XIV
vous voyez qu'on est passé d'un point important qui était le baptême de l'Église, avec d'autres événements, à un moment où on a rejeté en fait une religion qui était la religion protestante. Alors ce n'est pas juste une question de on n'aime pas les protestants, c'est qu'il y avait un intérêt politique derrière et un intérêt historique qui était fort. Alors je suis pas là pour vous faire une cours d'histoire. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, il y a des ouvrages fort intéressants et fort savants sur le domaine. Ensuite, nous passons à la Révolution française. Et là aussi, on va trouver des périodes de rupture et des périodes d'avancée. Tout d'abord, l'abolition de la monarchie du droit divin. Effectivement, la Révolution, ça a vraiment été le point de rupture entre la monarchie et puis l'Empire, voilà, qui commençait à arriver. Donc c'est vraiment une période très mouvementée. Avec une première étape de la laïcisation. En 1789, on retrouvait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que vous connaissez tous, où il est indiqué que nul homme ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Donc vous voyez que là, on a un point fondamental qui est posé. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la protection de la croyance, la protection de l'être humain et de sa croyance. Voilà, c'est respecter l'homme dans toute sa dignité, y compris dans sa croyance. Et ça, c'est un élément important. En 1790, nous avons trouvé la première constitution civile du clergé, avec un État qui réorganise l'Église catholique. Vous voyez que là, l'État commence à poser un peu ses jalons, si j'ose dire. Voilà. Qui va réorganiser l'Église catholique avec la suppression des congrégations religieuses. C'est une période où on chasse les religieux de l'État français. Et donc il y a un culte révolutionnaire qui va remplacer en fait les différentes religions. Donc vous voyez que là on cherche à laïciser en fait un État qui renaît après une période de trouble. En 1791, par contre, on va trouver la liberté de culte qui va commencer à porter son nez, si j'ose dire. Et c'est là que les protestants et les juifs vont devenir des citoyens comme les autres, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure, il y a des avancées humaines et politiques qui se posent, des petits jalons qui certes en soi aujourd'hui nous paraissent peut-être insignifiants, mais qui sont des repères importants pour bien repérer comment c'est construit, comment a évolué la laïcité tout au long de ces années. Ensuite, on passe au concordat. Le concordat, du concordat jusqu'à la commune, c'est-à-dire grossièrement de 1801 à 1871, je grossis un peu le trait, mais c'est un peu ça, avec le 15 juillet 1801, un concordat qui est signé entre Bonaparte et le pape. Donc vous voyez bien que là, on a deux institutions qui trouvent un compromis, si j'ose dire. Voilà, qui vont essayer de régler un peu la situation pour que ce soit un peu plus apaisé. Et dans la foulée, le catholicisme va être reconnu comme religion de la majorité des Français et non une religion d'État. Donc là aussi, c'est un point important où on marque bien la distinction entre l'État et les religions. Là, on accepte que la majorité des Français soient catholiques, mais le catholicisme ne devient pas la religion d'État. D'accord? Alors à cette époque-là, on va trouver, en raison du concordat, une double tutelle entre l'État et le Vatican. Vous voyez qu'il y a une superposition en fait, des institutions. Je ne dis pas que ça s'est passé en toute tranquillité. C'était une période difficile pour l'État français, mais il y a une idée derrière qui gère. Voilà. En 1804, un élément important, en tout cas pour droit, c'est l'apparition du Code civil par Bonaparte. Voilà, qui était l'instigateur, mais pas seul lui. Et ensuite, on passe à la période de la Restauration, 1814-1830, où le catholicisme, à nouveau, est une religion prégnante en France. Voilà.
Donc vous voyez bien que c'est cyclique un peu. Voilà, on retrouve ce cyclisme voilà, un peu voilà, dans l'avancée de la laïcité. Et ensuite, pour l'arrivée de la commune, on proclame temporairement la séparation de l'État et de la religion et de l'Église. Donc vous voyez qu'on a déjà ici le premier germe en fait de la laïcité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors ce sont justement à ce moment-là que les prémices de la séparation des églises et de l'État va commencer à porter son museau. Voilà, en 1880, à nouveau une expulsion des congrégations non autorisées par l'État. Vous voyez que l'État commence à mettre des règles juridiques pour permettre à des institutions religieuses d'être présentes en France. Voilà, ça commence à se juridicialiser. En 1881, et ça on va le voir à plusieurs reprises dans l'histoire, l'école a été souvent un tremplin à la laïcité. En 1880, Jules Ferry va demander la laïcisation de l'école publique. Jusqu'à présent, l'éducation était souvent exercée par des religieux. Alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui c'est plus le cas, hein, mais de manière très différente et encadrée différemment déjà. Mais à l'époque, effectivement, l'école a été souvent le terrain favorable à la réflexion de la laïcité. Souvent. Donc là, Jules Ferry va insister pour que l'école publique soit laïque. Dans la foulée, les programmes scolaires vont être laïcisés, les locaux aussi. Voilà, on va retirer les croix des différents établissements scolaires. On va demander à ce que les enseignants soient laïcs. Mais pas les élèves. Voilà, c'est-à-dire que l'école publique accueille tous les élèves, croyants ou non-croyants. Donc vous voyez déjà l'ouverture d'esprit que l'on garde de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà, nul ne doit être inquiété pour une question de religion. Mais on insiste sur le fait que ce qui est accessible à la population française soit sans prosélytisme et sans caractère religieux. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on insiste. Donc voilà un petit peu les prémices de ce qui va amener la loi de séparation. Cette loi de séparation de 1905, en fait, elle ne va pas s'arrêter en 1905. Il y a une période assez longue qui va concerner cette loi. Ça va aller de 1905 à 1946. Vous voyez qu'on réduit souvent la séparation des églises et de l'État à cette fameuse loi de 1905. Ça ne va pas couvrir que l'année 1905. Ça va aussi aller beaucoup plus loin. Donc la loi 1905, elle est proposée par Aristide Briand. C'est la fin du Concordat et c'est la période durant laquelle les notions de liberté de conscience et de liberté de culte vont émerger. C'est vraiment à ce moment-là que ces deux notions-là vont apparaître et elles ne sont pas anodines. Donc, interdiction de la discrimination religieuse et du trouble de l'exercice du culte. Pourquoi? Parce que ces deux points créent un trouble à l'ordre public. Voilà, tout simplement. Un élément important, c'est que c'est à cette période que l'État va cesser de rémunérer les ministres du culte. Alors aujourd'hui, c'est toujours le cas, sauf pour des régions ou des pays concordataires. Voilà, l'Alsace par exemple, où là, les ministres du culte sont des fonctionnaires. Pas dans le sens péjoratif du terme, hein, mais fonctionnaires parce que payés par l'État. D'accord? C'est aussi le moment, voilà, la genèse de la séparation des églises et de l'État, c'est le moment où les lieux de culte vont être mis gratuitement à disposition des communautés religieuses, à condition de se former en association cultuelle indépendante. Donc vous voyez que l'autorisation qui est faite là, ça va entraîner aussi des modifications quant au droit des associations, quant au
c'est pas juste une loi. Actuellement, on est toujours, les associations culturelles sont toujours en association. Voilà. Le droit associatif a été renforcé notamment pour l'apport de fonds dans les associations à caractère culturel. Donc, et encore une avancée dans ce domaine-là. Voilà, ce n'est pas juste des règles qui sont posées une fois pour toutes, ce sont des règles qui vivent. Voilà, j'espère que c'est relativement clair pour chacun jusqu'à présent. Voilà, donc là, on a fait un petit panégyrique en fait de l'histoire de la laïcité. Alors, je vais essayer d'avancer un petit peu tout ça. Voilà. Pour ceux qui ont le PowerPoint, il y a des petites fresques qui vous permettent de voir un peu les régions. Voilà. Alors, vous voyez que là, on est passé de la loi de séparation des églises et de l'État à la consécration de la laïcité dans la Constitution. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de notre développement, on va s'apercevoir que cette notion de laïcité, cette notion juridique de la laïcité, va s'enraciner dans un document qui est bien plus large et qui va avoir une valeur constitutionnelle, c'est-à-dire la valeur la plus importante, la valeur suprême du droit français, qui est la Constitution. Rien n'est au-dessus de la Constitution. Donc ça veut dire que là, on garantit quelque chose de manière pérenne, de manière fondamentale. Donc, après la parenthèse du régime de Vichy, je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler ce que c'est, a été remis en cause le principe de la laïcité avec les lois sur les juifs et les lois aussi qui subventionnaient les écoles privées professionnelles. La laïcité va être consacrée par la Constitution immédiatement après la guerre, donc dès 1946. Donc ça c'est un point juridique et politique important, fondamental pour la suite des choses. C'est l'article 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, donc Constitution de la 4e République, qui précise que l'organisation de l'enseignement public sera gratuit et laïque à tous les degrés et que c'est un devoir de l'État de le garantir. Donc vous voyez que ce qui avait été demandé en 1881 par Jules Ferry va s'enraciner dans un document juridique pour le garantir à chaque citoyen. Ça devient fondamental. L'État est garant de la gratuité et de la laïcité de l'enseignement. Donc ça, ce sont des points fondamentaux. Ensuite, on va trouver un autre élément, toujours dans le préambule de la Constitution de 1946. Alors ça va dire le titre 1, article 1, mais ça, voilà, ça c'est pour la parenthèse, où il est indiqué que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Ce qui est contenu dans cette Constitution de 1946 est toujours actuel, c'est-à-dire qu'elle sert de préambule en fait à la Constitution de 1958. Donc ce sont des éléments qui vont être renforcés par la Constitution de la 5e République, mais qui sont toujours d'actualité. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui dans nos établissements scolaires. C'est laïque, gratuit, mais ouvert à tous. Et ça, l'État nous le garantit. Ensuite va intervenir la Constitution de la 5e République, que l'on connaît et sur laquelle nous vivons aujourd'hui, du 4 octobre 58, qui va reprendre ces mêmes éléments et qui va rajouter dans son article 1er que la France est indivisible, laïque, démocratique et sociale, mais elle assure l'égalité de la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Et elle respecte toutes les croyances. Donc vous voyez que là, le socle de la laïcité est posé clairement par l'article 1 de la Constitution. On nous dit clairement que, effectivement, tous les citoyens, on ne fait aucune distinction entre eux.
soit votre race, votre religion, votre culture, votre niveau social, on ne fait aucune distinction. Donc ça, c'est des éléments importants à retenir. Et c'est à partir de ces deux textes-là, donc le préambule de la Constitution 46 et la Constitution de 58, que le fondement de la laïcité que l'on connaît aujourd'hui a pris racine. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on a posé les bases de la laïcité que l'on connaît aujourd'hui. Maintenant que nous avons posé les bases, je vous propose de voir quels sont les principes et les valeurs qui sont engendrés par la laïcité. Les principes fondateurs, il y en a trois qui sont applicables dans tous les services publics et qui sont applicables surtout dans l'État français, qui sont issus de la loi de 1905. Le premier principe, c'est celui de la neutralité. Alors, je vais les reprendre, je vous les énumère simplement pour que vous les ayez dans l'oreille, et je vais les reprendre un à un. Principe de neutralité, principe de liberté religieuse, et puis principe de pluralisme religieux. Donc vous voyez que là, on retrouve bien les éléments prévus par la Constitution. Alors, le premier principe, celui de la neutralité. Celui de la neutralité, c'est la loi de 1905 qui va ériger le principe de la neutralité de l'État. Ça va se traduire par l'obligation de la neutralité du service public. Alors ça, c'est une notion qui est toujours actuelle. Vous l'entendez parfois. Il est impossible, en fait, pour un agent public de manifester son appartenance soit religieuse, soit politique, soit philosophique. Donc, les agents, les fonctionnaires, les agents du service public sont des agents neutres. Voilà. Impossible pour un agent public d'arriver en habit religieux. Impossible pour un agent public de manifester son appartenance à tel ou tel corps politique. Voilà. Alors bien sûr, quand vous avez des grèves d'infirmiers ou autres, vous les voyez avec leur blouse, confédération syndicale, je ne sais pas quoi. Voilà, ça c'est des temps un peu particuliers, mais en soi, quand vous allez dans un service public, vous n'avez pas un agent qui vous reçoit avec son badge d'appartenance à telle ou telle organisation quelconque. Voilà. Donc, neutralité des agents de l'État. Le juge administratif a été amené de nombreuses reprises justement à appliquer ce principe, parce qu'effectivement, il y a parfois des débordements, des fois des incompréhensions. Mais en tout cas, voilà, c'est ce principe-là de neutralité qui s'impose. Le principe de neutralité, on le retrouve également dans l'enseignement public. Voilà, je sais que parmi nous, il y a des responsables de groupes scolaires. Voilà, c'est un élément qu'ils pourront partager sur leur facilité ou leur difficulté à faire respecter ce principe de neutralité. On sait aussi que le port d'appartenance religieuse dans l'exercice de ses fonctions constitue un manquement grave pour un agent du service public. C'est une cause de sanctions assez importante. Et puis, l'adoption de la loi 1905 a précisé que ça a donné lieu, en tout cas, à des décisions par le Conseil constitutionnel pour reconnaître justement la neutralité du service public. Ce n'est pas seulement un principe juridique, c'est également le travail d'instances judiciaires d'insister et de remettre toujours sur la table l'application de ce principe de neutralité. Donc voilà, on a des jurisprudences assez importantes à ce niveau-là pour appeler ce principe. Deuxième principe que j'ai évoqué, c'est le principe de liberté religieuse. C'est la loi toujours de 1905, séparation des églises et de l'État, qui va consacrer ce principe de neutralité religieuse, de liberté religieuse, pardon. Et ça ne veut pas dire pour autant que la religion est rejetée dans des sphères uniquement privées. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement que l'exercice des cultes peut être public, sous la seule réserve de l'absence d'atteinte à l'ordre public. Donc c'est ce que j'ai soulevé plus avant, c'est qu'effectivement, on peut
exercer son droit à manifester l'appartenance à une religion, mais à condition que ça ne crée aucun trouble dans le cadre social. C'est-à-dire qu'effectivement, si je décide de faire une manifestation quelconque, qu'elle soit politique ou religieuse, et que ça crée des troubles, on pourra me l'interdire. D'accord? Mais effectivement, ça laisse la possibilité à chacun de pouvoir manifester son appartenance. Voilà. Donc c'est ce qui est indiqué par la loi 1905, ça a été également repris par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Troisième principe que j'ai évoqué, troisième et dernier principe, c'est... Pardon. Voilà, c'est le pluralisme religieux. Toujours dans le cadre de la loi 1905, la loi 1905 ne reconnaît ni ne privilégie aucun culte. C'est bien ce que je vous ai dit en tout début d'intervention, c'est que nous n'avons pas de religion d'État. L'État français est ouvert à toutes les religions, à condition de ne pas créer de trouble à l'ordre public. Voilà, mais c'est ouvert à toutes les religions. Donc le fait religieux en lui est reconnu, et l'État est le garant de la liberté religieuse et de son pluralisme. Donc ça a une valeur constitutionnelle également. Ça, ce sont les principes et valeurs de la laïcité. Simplement, il va y avoir quelques petites particularités. La petite particularité, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le concordat qui existe encore dans l'Alsace-Moselle. Voilà, il n'y a pas que l'Alsace-Moselle, il y a d'autres départements. Donc là, il y a un régime concordataire et qui est toujours appliqué. Voilà. Donc il y a deux régimes cultuels qui vont coexister. Il y a 4 cultes reconnus en Alsace-Moselle. Il y a l'Église catholique, bien sûr, l'Église luthérienne, calviniste et le culte israélite. Je vous ai précisé tout à l'heure que dans le cadre du concordat, les ministres de culte étaient des fonctionnaires. Alors, je schématise beaucoup, parce que c'est un sujet fort intéressant sur lequel il faudrait revenir, mais voilà, pour que vous ayez un peu une idée, les ministres de culte de ces religions reconnues sont fonctionnaires. Donc les collectivités publiques participent aux dépenses des cultes reconnus et les communes sont tenues d'assurer le logement des ministres de culte. Il a été question il y a quelque temps, et voilà, je ne sais pas où on est là aujourd'hui, de remettre en cause ce principe de concordat. Je ne sais pas ce qu'il en est. En tout cas, actuellement, c'est toujours ce régime qui est appliqué jusqu'à aujourd'hui. Alors, on a parlé du concordat en Alsace-Moselle, mais il existe d'autres particularités et d'autres régimes, notamment en Outre-mer. Voilà, nous ne sommes pas... l'Alsace-Moselle n'est pas le seul territoire concerné. La loi 1905, les régimes juridiques spécifiques ont été mis en place afin de tenir compte en fait de l'histoire particulière des autochtones, notamment pour les missionnaires qui allaient dans ces territoires pour effectivement apporter la connaissance de l'Évangile. La situation géographique également est culturelle un peu particulière de ces territoires. Donc, on applique ce qu'on appelle le décret dit Mandel. C'est un décret qui date de 1939 et qui touche donc la Guyane, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Wallis et Futuna. Donc, ce sont des régimes un peu particuliers où là, effectivement, il y a une prise en charge des ministres du culte. Donc, voilà, il y a d'autres particularités, mais je pense que ce sera un peu trop compliqué de rentrer dans trop de détails. Donc voilà, vous savez maintenant qu'il y a des régimes particuliers en France sur les territoires d'outre-mer et en Alsace-Moselle. Alors, les nouveaux défis de la laïcité, parce que mine de rien, la laïcité, vous l'avez vu, a quand même beaucoup évolué, il y a eu beaucoup d'allers-retours, voilà, des choses qui ont été posées, des choses difficiles à vivre, et qu'à chaque époque, en fait, la laïcité a suivi l'évolution de la société. Ou est-ce que c'est la société qui a suivi l'évolution de la laïcité? Je ne sais pas bien. Mais en tout cas, voilà, ça évolue avec notre société
Donc les nouveaux défis entre 1946 et aujourd'hui sont quand même assez nombreux. Entre 1946 et 1958, le caractère laïque de la République s'est posé. La liberté de conscience, la liberté d'enseigner. Donc ça, ce sont des évolutions qui ont été quand même marquées et importantes. En 84, pardon, il y a eu les lois Ferry sur l'école libre. Alors, certains se rappellent peut-être des fameuses manifestations qui ont eu lieu, et avec une cristallisation des débats sur la laïcité dans le cadre de l'enseignement public. Ensuite, en 1989, il y a vraiment eu un tournant qui est arrivé avec l'affaire du voile. Voilà, le port du voile par certaines jeunes filles musulmanes, où là, le Conseil d'État a estimé que le port du voile était compatible avec la laïcité. Donc il a fallu poser quelque chose de fort à ce moment-là. En 2003, il y a une commission qui s'appelle la commission Stasi, qui a posé un principe important qui relève de l'interdiction des signes religieux ostensibles à l'école. Et cette commission, le travail de cette commission a donné lieu à une loi du 10 février 2004 portant sur le principe d'interdiction des signes religieux ostensibles à l'école. Ensuite, en 2010, il y a eu l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public. Donc vous voyez qu'à chaque fois, on va crescendo pour marquer un peu plus les limites et les contours de la laïcité. Entre 2008 et 2014, il y a une affaire qui a fait énormément de bruit, qui est l'affaire Babylone. Alors peut-être que certains s'en souviennent. Ça concernait le licenciement d'une salariée de crèche qui portait un voile. Donc ça, voilà, ça a été aussi le déclenchement de beaucoup de réflexions juridiques et sociales sur ce point. Donc voilà un petit peu les défis qui ont été relevés, en tout cas posés, traités, je ne sais pas, mais posés en tout cas à la société. Vous voyez bien qu'à travers ces différentes lois qui sont intervenues sur le port du voile, sur les signes religieux à l'école, sur le licenciement de cette jeune femme qui portait un voile dans une crèche, à travers ces événements, le juriste et la société se sont vraiment posé le questionnement en fait des risques de dérive communautaire, et plutôt que communautaire, communautariste. Donc c'est vraiment ça qui a soulevé l'opinion publique et la réflexion des juristes face aux risques sectaires, ou encore sur le fait d'utiliser le principe de laïcité pour tout permettre. Et donc forcément est apparue une source renouvelée de conflits, voilà, des tensions supplémentaires qui sont venues interroger en fait les uns et les autres. Alors, si on parle du principe qu'on interprète et qu'on applique de façon, on va dire, libérale le principe de laïcité, ça laisse supposer qu'il y a une certaine tolérance, mais que derrière cette tolérance, il faut aussi une certaine fermeté. Voilà, la liberté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas tout autorisé. La liberté, elle est cadrée. On l'a vu, la Constitution, les différents textes juridiques nous disent oui, chacun est libre, mais attention, la liberté, c'est pas faire ce que j'ai envie quand j'en ai envie. C'est pas comme ça que ça marche. Bon, voilà, pour grossir un peu le trait. Voilà. En gros, ne vous comportez pas comme des enfants gâtés. Voilà, c'est un peu ce que le juriste essaie de nous dire. Donc, si on interprète de manière très libérale, ça pourrait être sous-entendu dans le fait d'être très tolérant. Ça ne veut pas dire que si on est laïque, on n'est pas tolérant, c'est pas ce que je dis. Au contraire, on pourrait avoir une application et une vision plus stricte, en disant que les libertés individuelles sont garanties et sécurisées par l'État, et qu'en gros, c'est très restrictif. Alors je pense qu'entre les deux visions, il y a un compromis à trouver. Voilà, c'est ni trop strict, ni pas assez strict. C'est que c'est aussi à chacun de nous de veiller au bon respect de la laïcité, et ça nous incombe à chacun. C'est pas à la loi, et c'est pas au gouvernement,
de régler ce problème-là, c'est que l'application de la loi dépend aussi de chacun d'entre eux. Et la bonne compréhension de la loi également. Je voudrais, à ce moment d'intervention, rentrer un peu plus dans le détail pour voir comment on peut appliquer correctement le principe de la laïcité. Bien que le principe de la laïcité fait l'objet d'adaptation, on l'a vu dans le passé et à de nombreuses reprises, notamment à travers les services publics, qui se trouvent parfois confrontés à des difficultés concernant l'application du principe de laïcité et surtout aux différentes revendications confessionnelles auxquelles ils peuvent être confrontés, se pose la question de l'organisation même dans les services publics du principe de laïcité. Alors c'est justement ce que nous allons aborder maintenant. Les agents sont neutres. Ça c'est le principe même qui a été évoqué tout à l'heure. Donc neutralité du service public, ça c'est important. Mais aussi, j'ai plus le... Si, c'est bon. Mais aussi le respect de la liberté de conscience des agents et des usagers du service public. Vous voyez, là, il y a trois éléments importants. Il y a la neutralité que l'État doit garantir, mais il y a aussi le respect de la liberté de conscience des agents. Voilà, ce sont des êtres humains comme les autres, ce sont des usagers aussi parfois, mais ils ont leur propre liberté de conscience et le comportement des usagers du service public. Donc là, il y a un compromis à trouver. Pour les agents du service public, ils sont soumis à une exigence rigoureuse du principe de neutralité auquel on ne peut pas déroger. Ça, c'est clair. Ça ne veut pas dire pour autant que le droit nie la liberté de conscience des agents du service public. On respecte leur liberté de conscience, mais dans le cadre de leur profession, liée à un service public, on leur demande d'être totalement neutre. Ce qui est certes très fin comme raisonnement. On est bien d'accord là-dessus. Donc, la liberté de conscience des agents du service public, elle est issue du principe de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle est consacrée par l'article 1er de la Constitution de 1958, dont on a déjà évoqué certains points tout à l'heure, qui nous dit clairement qu'on ne fait pas de différence entre les citoyens. D'accord? Ni sur la race, ni sur la culture, ni sur le niveau social, ni sur la religion. Donc, à ce niveau-là, chaque citoyen est égalitaire face à l'autre. Dans le statut de la fonction publique, cette exigence a été reprise. Donc, vous voyez que ce principe constitutionnel, on l'enracine dans des règlements qui sont propres à l'administration. Donc on s'en sert concrètement. Et cette exigence, donc reprise par la fonction publique, les statuts de la fonction publique, ça a donné lieu à une loi du 13 juillet 1983 qui porte sur les droits et les obligations des fonctionnaires. Donc ce sont des éléments importants qui ont été repris. Où là, on nous dit clairement la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. Le fonctionnaire a le droit de penser ce qu'il veut, de croire à qui il veut, mais il n'a pas le droit de manifester durant ses heures de travail. Grossièrement, c'est très très réductif ce que je suis en train de dire, mais le principe c'est celui-là. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'en dehors de ses heures de travail, il n'a pas le droit de manifester, c'est-à-dire que simplement, durant son service au sein d'un service public, il doit rien manifester de son appartenance. Alors toutefois, il y a quand même des petites distinctions à porter, directes ou indirectes. Les fonctionnaires, en raison de leur opinion politique, syndicale ou philosophique, religieuse, ont quand même, en tout cas en matière politique, ont quand même le droit de manifester leur appartenance à un syndicat. Par exemple, les personnes qui sont représentants syndicales au sein d'une administration. Ils ont le droit d'être appartenant à un syndicat, mais c'est pas pour ça qu'ils doivent faire des recrutements, si je veux dire, sur le lieu de travail. Simplement, ils sont... Voilà, le recrutement n'est peut-être pas le mot, mais voilà, ils n'ont pas le droit en fait de favoriser tel ou tel syndicat parce qu'ils y appartiennent.
Simplement, ils doivent être des référents syndicalistes pour ceux qui sont de la même obédience politique. Voilà. Donc, là, le droit du travail, en fait, c'est le droit du travail qui va reprendre le relais et qui va permettre une activité syndicale dans l'entreprise, même si elle est publique, parce qu'effectivement, c'est un droit syndical qui est reconnu. Voilà. Et c'est pas pour autant que l'agent public va aller dans un guichet, recevoir quelqu'un avec son petit badge CGT, CFDT, économie, je ne sais pas. Voilà, c'est pas le but du jeu. C'est simplement que ses collègues savent qu'il est un représentant syndical auquel ils peuvent s'adresser s'ils ont un souci. Voilà. Autre élément important, c'est que la neutralité des agents du service public, ça a pour conséquence la neutralité du service public tout entier. C'est-à-dire que là, en garantissant à l'usager que les fonctionnaires sont neutres, l'État garantit que le service public est neutre tout entier. Voilà, c'est une manière de garantir à l'usager qu'il n'y a pas de risque de discrimination pour lui, pour elle, d'aller dans un service public, et donc qu'il tombera sur un agent qui n'aura aucune préférence pour telle ou telle religion, ou telle appartenance syndicale. Donc, le service étant neutre, les agents publics doivent l'être également, ce qui est logique, d'accord? C'est la raison pour laquelle le Conseil d'État, dans sa jurisprudence, qui est assez foisonnante, et notamment dans une décision qui s'appelle la décision Jamais, a décidé en 1950 de rappeler ce principe au service public en disant que la neutralité du service public est le gage de l'égalité de traitement des usagers. C'est parce qu'on reconnaît la neutralité des agents et du service public que chacun d'entre nous, lorsqu'on a affaire à un service public, est traité de la même manière. Et qu'on ne fera pas de différence parce que vous êtes catholique, juif, musulman ou autre. Voilà, si vous demandez un permis de construire auprès de votre mairie, on ne vous dira pas non, je ne parle pas parce que vous appartenez à tel ou tel culte, ou parce que vous êtes de telle ou telle organisation syndicale, politique ou philosophique ou je ne sais quoi. Voilà, vous avez le droit de tous les citoyens de pouvoir obtenir tel ou tel document ou tel droit sur votre propriété. D'accord? Donc c'est ce que garantit vraiment la Constitution. Ce devoir de neutralité va impliquer également que les fonctionnaires ne doivent pas utiliser le service public comme un lieu de propagande ou de prosélytisme. C'est bien ce que je vous expliquais tout à l'heure. Que vous soyez responsable syndical et autres, ça c'est dans le cadre du droit du travail, c'est autorisé, voilà, c'est réglementé, c'est autorisé, mais vous n'avez pas le droit, lorsque vous êtes à un guichet recevant du public, de dire à l'usager je vous donne votre papier à condition que vous apparteniez à telle ou telle organisation politique. Non, ça c'est pas possible. Voilà, c'est même pas envisageable. D'accord? Donc voilà, ça garantit vraiment le traitement égalitaire de chacun. Et enfin, la neutralité du service public impose aux agents qui traitent les usagers sans discrimination, et c'est bien le but. Voilà. Donc pas de discrimination, des droits acquis pour chacun et un traitement égalitaire. Ça, ce sont pour les agents du service public. Et vous allez me dire, mais d'accord, super, mais les usagers en soi, comment ça se passe pour eux? Alors, pour les usagers, il y a un compromis, on va dire, qui a été trouvé. Il y a de nombreuses revendications d'ordre religieux et politique aussi qui ont tenté de prendre en compte les pouvoirs, enfin, qui ont tenté en tout cas d'interpeller les pouvoirs publics, et ça pas seulement aujourd'hui, depuis bien longtemps, pour rechercher ce qu'on appelle un accommodement raisonnable, pour traduire une conception de la laïcité basée sur le compromis. Donc, on le voit aujourd'hui, notamment dans certains lieux, par exemple tout ce qui est interdit alimentaire, lié à des rites religieux. Par exemple, les cantines scolaires peuvent, je dis bien peuvent, permettre à certains enfants de ne pas manger de viande ou de poisson, ou de certains aliments en tout cas qui seraient contraires à leur religion. Je dis bien peuvent parce que c'est pas une obligation. Les fêtes religieuses, par
de nouveaux lieux de culte. Alors là, on s'aperçoit que les règles d'urbanisme ont été un petit peu relâchées et qu'il y a une aisance un peu plus importante pour permettre une organisation qui permettrait l'application d'un lieu de culte. Alors je ne dis pas que c'est beaucoup plus simple, mais il y a quand même des assouplissements qui ont été faits. Pour l'éducation, il y a quand même des améliorations dans le programme scolaire. On traite du fait religieux. Ce ne sont pas des cours de religion. Hein, bien noter la différence, ce ne sont pas des cours de religion, mais ce sont des cours où on informe les élèves sur les différentes religions, sur l'aspect culturel. Alors, c'est pas sans rappeler des moments douloureux, notamment l'agression de Samuel Paty, le décès de Samuel Paty, mais voilà, où sont les limites de ce droit, comment c'est compris, voilà, ça peut soulever beaucoup de questions parmi nous et ça en soulève moi, je crois. Mais voilà, ne pas confondre les cours de religion et le cours du fait religieux, l'éducation du fait religieux. Oui, pardon. Pourquoi on était là? Voilà. Donc voilà un petit peu les tenants et les aboutissants. Alors, un élément important, c'est que la conception de la neutralité des usagers face au service public devient de plus en plus exigeante. On l'a vu notamment pour les élèves. Ça a donné lieu à pas mal de circulaires ministériels, et notamment concernant le port du voile. Alors peut-être que certains parmi vous qui sont responsables de groupes scolaires vont nous en parler un peu plus tard, je ne vais pas forcément revenir dessus. Mais voilà, l'application du principe de laïcité au sein des établissements scolaires n'est pas, il n'y a pas que les établissements scolaires, mais en général c'est ce qui fait les gros titres des journaux, malheureusement. C'est pas si simple que ça au quotidien à faire respecter, donc c'est toujours un sujet un peu délicat. Voilà, donc pour le service public c'est un peu le point important. Voilà, en tout cas ce qui est sûr c'est que la gestion de la laïcité au sein des établissements scolaires, au sein du service public, y compris au sein des hôpitaux et des cliniques, ça a donné lieu à ce qu'on appelle une charte des services publics, ce qui a permis en fait d'un peu légaliser l'application du principe de laïcité. En fait, cette charte a nourri une circulaire du Premier ministre en date du 13 avril 2007 qui a donné lieu en fait, à la création de cette charte et qui va rappeler les droits et les devoirs des agents publics, du service public. La charte doit formaliser quelques éléments, on en a déjà évoqué quelques-uns. Ils doivent s'abstenir de toute forme de prosélytisme. Ils doivent respecter les impératifs d'ordre public, de sécurité et de santé et d'hygiène. Voilà, c'est grossièrement ce que va retenir cette charte des services publics. Mais le droit d'expression de la liberté religieuse des usagers du service public, elle, va se réduire considérablement et va se rapprocher de celle des agents dans le service. Donc on va voir en fait, on va voir peut-être, je pense que j'aurai pas le temps aujourd'hui de faire ça, mais ce que rappelait Mme Pénichon tout à l'heure à l'ouverture de notre échange, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, dans beaucoup de services publics, on va autoriser la présence soit de ministres du culte, soit de représentants politiques, en fonction des lieux, qui vont permettre de créer ce qu'on appelle l'égalité des personnes devant le service public. À l'hôpital, par exemple, vous avez le patient a accès normalement à un service d'aumônerie, doit pouvoir être en droit d'exercer son culte. Alors, au niveau politique, voilà, ça peut être des représentants syndicaux dans les entreprises. Bref, il y a des adaptations qui se font au fur et à mesure, de manière de plus en plus précise, mais aussi de manière de plus en plus encadrée. Voilà. Donc c'est un peu la difficulté. Alors, est-ce que nous allons parler maintenant ? Voilà, c'est l'exercice du
qui sont régis par le droit. Donc, on a l'espace public étatique, je reviendrai dessus, je vous les cite, mais je reviens sur chacun d'entre eux. L'espace public étatique, l'espace public civil, l'espace privé et l'espace sacré. Donc, ce que j'entends par l'espace privé, c'est le foyer, ce sont les habitations, et l'espace sacré, c'est les lieux de culte. On va voir que pour ces quatre espaces, la laïcité s'applique de manière particulière. Voilà. Alors, je vous propose donc de commencer par l'espace public étatique. Dans l'espace public étatique, les services publics sont donc gérés par l'État et les collectivités locales, et donc, on l'a vu, ce sont des institutions neutres. Toutes les expressions religieuses ou anti-religieuses sont donc prescrites dans les établissements publics. Les agents du service public, on l'a vu, dans le cadre de leur mission, sont également soumis à un devoir strict de neutralité. Et cette obligation ne vaut pas pour les usagers. Donc, dans l'espace civil, c'est-à-dire les rues, les places, les parcs, les entreprises, l'espace de la société, en fait, vont se côtoyer des citoyens qui ont des idées, des croyances complètement diverses. D'accord? Et ce principe, c'est celui de la liberté d'exercice du culte. C'est-à-dire que dans tous les espaces publics, nous sommes libres d'afficher une appartenance culturelle, philosophique, politique. D'accord? Mais ça ne fonctionne que pour les usagers. Donc c'est un petit peu l'espace, je dirais, fourre-tout, si je puis dire. Voilà, c'est mal choisi, mais c'est l'espace dans lequel chacun peut effectivement s'habiller comme il l'entend, faire ce qu'il veut, voilà, faire ce qu'il veut, à condition de ne pas créer un trouble à l'ordre public. Alors quand je dis on peut faire ce qu'on veut, il y a quand même des problèmes qui se sont créés, en tout cas des questions qui se sont soulevées, notamment concernant des jeunes femmes qui étaient habillées en burkini à la plage, concernant certaines piscines qui refusaient certains vêtements. Bref, voilà, donc tout n'est pas rose, on ne vit pas au pays des bisounours, c'est pas parce que la loi dit ceci ou dit cela que dans la réalité, ça ne pose pas de problème. Voilà, donc c'est bien la difficulté. Donc voilà pour l'espace public. Alors, je fais court parce que ce sera un peu compliqué de tout détailler. Ensuite, nous avons l'espace privé. Donc il y en a un que j'ai loupé, je crois. Oui, l'espace public civil, ça se remettra avec celui-là. L'espace privé, c'est le foyer. Dans notre foyer, dans nos habitations, on est libre en fait d'avoir ses propres règles. Voilà, il n'y a pas de règles juridiques à ce niveau-là. La seule règle, si vous voulez dire, de bon sens, c'est éviter de créer du trouble. Voilà, si vous êtes seul sur un champ de 150 hectares, pas de problème. Si vous vivez en collectivité dans un immeuble de cet étage, c'est clair que vous n'aurez pas la possibilité de faire du bruit ou de recevoir des gens de la même manière que si vous étiez seul en pleine forêt. Ça, c'est évident. C'est juste le bon sens. Mais l'espace privé, en fait, en soi, n'est soumis à aucune règle. Donc, ça laisse la possibilité à chacun d'exercer sa liberté de conscience, sa liberté de culte, sa liberté philosophique et politique comme il le souhaite. Voilà. Dans l'espace sacré, donc dans les espaces de culte, c'est une particularité. Ce sont des lieux et des espaces qui sont affectés au culte. Donc, ce sont aux institutions cultuelles de fixer le fonctionnement, le règlement, les règles de vie au sein de ces différents espaces. On ne se comporte pas dans une église catholique comme on se comporte dans une mosquée, dans une synagogue. Mais ça, c'est propre aux règles qui sont issues de l'institution qui les gère. D'accord ? Et dans lesquelles, en tout cas, les institutions l'institution catholique nous donne des règles de vie dans les églises et dans les chapelles, là, comme les imams nous donnent des règles de vie et des façons de se comporter dans une mosquée. On fait
Donc ça, ce sont aux institutions, je dirais, de gérer leur règlement, leur propre règlement, qui sont soumis ensuite aux fidèles. Donc ça, ce sont des règles propres à chaque religion et en fonction des espaces qui leur sont offerts. Donc vous voyez que là, le principe de laïcité, il est important puisque les lieux de culte sont ouverts à tous, y compris à ceux qui ne sont pas prêts. Combien de gens croyants vont aller visiter une église, ce qui sera peut-être plus difficile pour une synagogue ou pour une mosquée, mais il faudra peut-être prendre rendez-vous, se faire expliquer le fonctionnement. Ça reste ouvert au public, mais sous condition d'application de certaines règles de bienséance. Donc voilà un petit peu les différents espaces que l'on pouvait trouver en fait pour l'application de la laïcité. Je pense qu'on va faire une petite pause. Le domaine des établissements de santé et la laïcité, je crois que c'est un service public, la neutralité des agents, la possibilité pour les personnes hospitalisées de bénéficier des missions de leur religion. Il y a quand même des petites particularités, c'est la raison pour laquelle je souhaitais aborder ce point des établissements de santé. Voilà, on a vu l'école, on a vu le service public, ça en fait partie, et il y a quand même des petits éléments importants. Alors je ne suis pas aussi compétente que les personnes responsables de la RS ici, donc je pense qu'on va être plus précise que je ne suis. Donc, la laïcité, en tout cas dans les établissements publics de santé, on s'applique de manière particulière puisqu'effectivement on va autoriser des ministres de culte, ou en tout cas des personnes référentes culturelles à être présentes dans ces établissements. Alors, pour quelle raison? Tout simplement pour permettre aux personnes hospitalisées d'avoir accès à leur culte. Voilà, donc ici, se joue quelque chose de fondamental pour chacun d'entre nous, c'est la liberté de conscience et de pouvoir et de pouvoir exercer la religion à laquelle on appartient. Donc, le respect des croyances et des qualités des cultes, c'est bien les principes retenus par ce point important. Donc, l'expression de son culte doit se traduire de différentes manières, en tout cas au sein des établissements de santé. Le principe de base étant la prise en charge globale du patient. Et c'est bien l'objet de la charte de la laïcité qui est en vigueur, au sein des établissements de santé, puisqu'effectivement, depuis plusieurs années maintenant, une charte a été créée pour le droit du patient. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu malheureusement à nous passer par les établissements de santé et donc de voir cette charte qui détermine les droits du patient concernant notamment l'accès au dossier médical, mais pas seulement, bien-être et pouvoir accéder effectivement au culte et à des référents religieux. Alors l'hôpital est un espace public, ça vous le savez déjà, vous n'avez pas attendu pour le savoir, dans lequel s'appliquent bien sûr les principes républicains, mais ce n'est pas le culte en soi. Donc ça c'est important de le noter. Mais c'est un lieu dans lequel on prend en charge l'aspect culturel du patient, ce qui est très très différent. Donc la charte de la personne hospitalisée a été créée en 1995, elle a été révisée depuis tout récemment, je crois. Et il est indiqué qu'un patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion, donc recueillement, présence d'un ministre de culte, nourriture, liberté d'action et d'expression. Ces droits s'exercent dans le respect de la liberté des autres. Ça, c'est important de signaler. Et donc, tout prosélytisme est interdit, qu'il soit le fait d'une personne accueillie dans un établissement de santé ou
personnes bénévoles ou d'un visiteur. Donc, l'établissement de santé doit respecter les convictions de chacun, y compris ne pas heurter la sensibilité de ses membres. Donc, ça veut dire que quand vous êtes aumônier, par exemple, ou visiteur ou bénévole, le but du jeu, c'est de ne pas faire de prosélytisme, même si vous manifestez votre appartenance à une religion. Le but du jeu n'est pas de convertir, si je veux dire, tout le service dans lequel vous allez visiter. Ce n'est pas le but. Hein. Donc cette circulaire a été revisitée et en 2005, il a été précisé que tous les patients sont traités de la même façon, quelle que puisse être leur croyance religieuse. Les patients peuvent noter la neutralité des agents hospitaliers, ça revient à des éléments que l'on a précisés tout à l'heure, cette garantie de la neutralité des agents. Et qu'on doit veiller à ce que l'expression des convictions religieuses des patients puisse s'exercer. Toutefois, il y a une limite à cet exercice, c'est qu'il ne faut pas que ça mette en jeu les soins. C'est-à-dire que si par exemple un patient vous dit qu'il jeûne parce que pour lui, dans sa religion, à ce moment-là, pour un besoin spirituel, il estime nécessaire de jeûner, si sa santé est en jeu, si cela le met en danger, il faut qu'effectivement ça puisse être discuté avec le médecin et les soignants afin de trouver un compromis. Voilà. C'est pas plus garantir cette liberté d'exercer son culte ne va pas jusqu'au point de mettre en danger la personne. Donc c'est là-dessus qu'il faut être très vigilant. Autre point important, c'est que l'exercice du culte par le patient nécessite de prendre en compte la tranquillité des autres patients. C'est-à-dire que si vous décidez de prier dans votre chambre alors que vous êtes dans une chambre à deux, voilà, pensez bien que là, c'est même plus une question de loi, c'est juste une question de bon sens et de savoir-vivre. C'est-à-dire que si vous imposez une prière à 5 h du matin parce que vous vous êtes réveillé que c'est l'heure de prier et que votre voisin à côté sort de l'opératoire, voilà, il faut peut-être trouver un compromis. Voilà, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prier, mais peut-être pas comme vous l'auriez souhaité, ce qui ne vous pas prier pour vos voisins, ça c'est clair. Mais bon, voilà, il faut peut-être trouver un compromis et ne pas troubler en tout cas la tranquillité des autres patients. Donc voilà la réserve un peu qui est apportée dans ce domaine-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le personnel soignant a un droit de réserve. Alors, personnel soignant, personnel administratif, personnel médical, donc qui est toujours soumis à cette loi de neutralité. Et la loi de séparation des églises et de l'État avait déjà envisagé en fait de prévoir l'intervention de ministres du culte au sein des aumôneries hospitalières. Alors à l'époque, le terme aumônier comprenait la présence de prêtres, donc de clercs, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Vous avez des aumôniers qui ne sont pas prêtres, voilà, qui ne sont pas diacres comme d'autres. Voilà, vous avez des mères de famille, des religieux qui peuvent être aumôniers. Ce n'est pas simplement le côté clair. D'accord ? Il y en a aussi, il y en a que ça. Donc vous voyez que déjà en 1905, on prenait en compte la possibilité de mettre au service des patients la possibilité d'exercer du culte. Ça revient vraiment à la base de ce qu'on a pu voir ensemble, c'est-à-dire la liberté de conscience et la liberté de religion, la liberté de croyance. C'est vraiment la base fondamentale de ce qu'on a déjà étudié ensemble. Voilà, donc un petit point rapide là-dessus. Donc les aumôneries en fait sont des réponses au principe de la laïcité en remplissant une fonction qui relève du spirituel et du religieux. Donc il ne faut pas confondre le spirituel et le religieux. Souvent dans les conflits qui ont lieu
exercer leur culte aussi. Voilà, donc il y a entre guillemets un précaré réservé au catholicisme ou à la chrétienté, mais on verra d'autres religions. Et ça, c'est grâce à la laïcité. Voilà, donc service de l'aumônerie qui est le plus ouvert et qui accueille donc différentes religions. En sachant que dans les services de l'aumônerie, même s'il n'y a pas de représentants de culte d'autres aumôneries, ce qui est sûr, c'est que l'aumônier présent, quel que soit son appartenance à un culte, est amené à visiter des personnes de toute religion, hein, et même parfois sans religion. C'est parfois simplement le trait humain qui intéresse, la rencontre humaine, parfois avant tout, qui compte, hein, pas forcément que l'aspect religieux ou l'aspect spirituel. Donc, l'aumônerie a un statut un peu particulier, et c'est justement ce que nous avons actuellement. Donc, l'aumônier a un statut un peu étrange, dans le sens où il est embauché, il est considéré comme un agent public, soit de manière contractuelle, soit de manière bénévole, mais qui est soumis au directeur de l'hôpital ou de la clinique, et qui est également soumis à un règlement d'établissement. Donc, il est comme tous les agents publics, comme tous les salariés de l'établissement, il est soumis au règlement intérieur. Il est considéré comme un salarié normal. Voilà. Il a un statut un peu particulier parce qu'il a une double appartenance. Il est à la fois un ministre du culte qui reste dépendant de son autorité de tutelle religieuse. Par exemple, dans certains établissements, vous avez des aumôniers qui sont rétribués par le diocèse avec une convention pour agir dans un établissement. Et parfois, au contraire, vous avez des aumôniers qui sont rétribués directement par les établissements de santé. Voilà. Par exemple, j'ai été aumônier à Toulouse, l'hôpital Purpan, et Purpan, j'étais donc salarié en fait de l'établissement, comme n'importe quel autre salarié. Alors bien sûr, j'étais pas en ami parce que j'étais soumise au droit de neutralité. Donc, j'étais allée en laïque et j'avais décidé. Par contre, à Rennes, j'étais également aumônier. Et bien là, j'étais rémunérée par le diocèse. Et une convention était établie entre le diocèse et l'établissement de santé dans lequel j'allais. Pareil, j'étais soumise au droit de neutralité, ce qui me permettait peut-être dans la vie visiter les patients. Voilà. Donc, première chose, le ministre du culte reste dépendant de son autorité de tutelle. Et en même temps, le ministre du culte exerce au sein de l'établissement quelque chose qui relève à la fois de la sphère publique et le principe de laïcité. Vous voyez bien, il y a une espèce de contradiction, enfin une vraie fausse contradiction, être salarié pour exercer quelque chose de religieux. Ça paraît un peu étonnant. Et pourtant, ce principe-là est autorisé parce que c'est dans le bien du patient, dans la charte qui est prévue pour gérer le patient. Et donc ça permet, en fait, cette double casquette ministre du culte. Donc, la seule personne qui est autorisée, en fait, à venir en la vie religieuse, si je veux dire, c'est le prêtre. Le prêtre, lui, voilà, qui va venir pour administrer un sacrement, l'établissement accepte. Parce que n'est que visiteur et pas le salarié de l'établissement. Par exemple, si moi je veux visiter une de mes sœurs à l'hôpital, j'ai le droit d'y aller en avis. Par contre, si je suis aumônier que je vais rendre visite à ma sœur, durant mes heures de travail, je ne peux pas être en avis. Vous voyez un peu la subtilité de la chose. Donc il faut juste savoir à quelle place on est pour éviter toute difficulté. Voilà. C'est un petit peu la difficulté de bien comprendre quelle est la place que l'on occupe. Donc, comme je l'ai déjà redit tout à l'heure, l'aumônier, lui, est soumis au principe de neutralité. Il y a eu beaucoup de jurisprudence administrative dans ce domaine, ce qui a permis d'arriver à la charte de la laïcité, à la charte de la personne hospitalisée, où on nous dit clairement que tout prosélytisme est interdit et qu'une personne qui est accueillie dans un établissement doit
salarié, vous êtes tenu à ce principe de neutralité. Donc, autre élément qui se traduit, c'est que c'est aux patients de faire la demande pour avoir la présence de l'aumônerie. Donc vous voyez bien que là, c'est vraiment très différent. Ce n'est pas l'aumônerie qui va s'imposer au patient. L'aumônerie est à la disposition du patient. Et donc c'est un service comme un autre que l'hôpital propose. Donc c'est la famille du patient ou le patient lui-même qui va solliciter, parfois par le biais des soignants. Quand vous êtes hospitalisé, vous n'avez pas forcément le temps de lire toute la brochure qu'on vous présente à l'entrée. Et donc, vous pouvez très bien demander aux soignants s'il y a un service d'aumônerie et comment on peut le contacter. Et ça, les soignants vous fournissent les numéros, etc. Parfois, à peine pour vous, parce que c'est pas possible que vous le fassiez, ou votre famille va le faire pour vous. Mais en tout cas, voilà, il y a cette possibilité et uniquement cette possibilité. C'est-à-dire que c'est pas à vous d'aller chercher, entre guillemets, chercher le client, quoi. Hein. Après, il y a des services qui autorisent effectivement les aumôniers à visiter parce que c'est la tradition chez eux. Mais en tout cas, ce que je veux, c'est que ça reste à la discrétion du patient et de sa famille. Donc, c'est un petit peu le cas particulier. Autre particularité de l'OMI, c'est que le critère de recrutement, c'est son appartenance à un culte. Là aussi, vous allez me dire, c'est étrange pour un agent du service public, on le recrute sur le fait qu'il appartienne à tel ou tel culte. Ça, c'est une particularité. Voilà. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il a le droit de faire tout ce qu'il veut, mais on le recrute en raison de son appartenance à un culte. Donc ça aussi, c'est un élément important. Voilà un petit peu les points que vous voulez souligner. En tout cas, dans les établissements publics, quel que soit l'établissement public, que ce soit une école, que ce soit un établissement de santé ou autre, on a depuis 2011 la possibilité d'avoir un ou des référents laïcité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un référent laïcité? C'est un agent qui a une qualité qui lui permet de répondre aux questions concrètes concernant la laïcité et la pratique religieuse. Alors, dans les établissements scolaires, je pense que la plupart d'entre eux disposent de référents laïcité et vous comprendrez pourquoi. Dans les établissements de santé, ça commence à se propager. Je sais que sur Toulouse, on en a plusieurs. Ce référent laïcité, c'est un interlocuteur privilégié et direct avec les aumôniers. Dans le cas des établissements de santé, c'est vraiment celui ou celle que l'on va consulter si on a un souci au niveau de la laïcité. Voilà. Et ça s'applique à l'aumônerie, mais ça s'applique aussi dans les établissements de santé. Par exemple, un enseignant qui va se poser des questions si un de ses élèves arrive avec un signe religieux ou s'il veut organiser une sortie concernant un thème religieux, voilà, comment est-ce qu'il a le droit de le faire, comment, quand, etc. Parce que voilà, ce sont vraiment des personnes précises qui vont pouvoir vous orienter vers l'activité que vous voulez faire. Donc, en tout cas, dans le cadre de l'aumônerie, ces référents vont faciliter la communication soit entre les services et les patients et leurs familles, soit au niveau de la planification des cultes aussi. Par exemple, dans certaines maisons de retraite, les référents en santé vont s'occuper d'essayer d'organiser des différentes manifestations culturelles, s'il y a plusieurs intervenants. Voilà. C'est aussi la possibilité pour les référents de parfois proposer ce que l'on fait aujourd'hui, des petits points sur la laïcité pour que ce soit bien compris, les accepter, le vécu. Voilà, ça peut passer par ce genre de choses. Donc le référent laïcité, c'est pas un supérieur hiérarchique,
à mieux vivre et à mieux proposer, en tout cas, la laïcité. Alors, pour revenir à la formation des aumôniers, on a une particularité depuis quelques années, c'est qu'on a l'obligation désormais d'avoir, oui, une obligation de proposer, en tout cas dans les différents pastorales de santé, un diplôme universitaire qui permet d'acquérir toutes les notions nécessaires relatives à la laïcité pour permettre de mieux rendre ce service auprès des patients. Donc d'être bien conscient que l'aumônier a une double casquette. Il a à la fois une casquette d'agent public et à la fois il est recruté par son appartenance à un public. Donc il joue sur deux tableaux. Et vous voyez bien la ligne de crête que ça peut être de jouer sur deux tableaux. C'est très très fin comme distinction. Donc de bien connaître sa place pour bien rendre un service. Et finalement, ces diplômes sont souvent commencés par des instituts catholiques. Il y en a un à Toulouse. Bon, je ne vais pas faire la publicité, je crois qu'il y en a d'autres qui le feraient mieux que moi. Permettent en fait d'assurer cette bonne connaissance de la laïcité et de pouvoir la propager. Donc ça veut dire de les avoir bien en tête, de bien les appliquer et d'aider les autres aussi à mieux gérer cette laïcité. Donc ces diplômes universitaires sont obligatoires, c'est un décret interministériel de mai 2017 qui impose l'obtention de ce diplôme avant d'être embauché comme aumônier. Alors, il y a une petite variante. Parfois, on accepte que vous soyez embauché, les diocèses acceptent que vous soyez embauché comme aumônier à condition que vous commenciez la formation au cours de votre mission. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est nécessaire maintenant pour exercer cette mission d'autonomie. C'est un appel de garantie en fait, ça permet au diocèse qui envoie à travers la pastorale de santé des aumôniers de garantir la bonne formation et le bon respect des règles de la République. Et ça c'est important, notamment pour les responsables d'hôpitaux qui sont toujours inquiets de savoir comment les choses vont pouvoir être perçues, et même par rapport au personnel soignant qui est entre guillemets rassuré de voir que un personnel qui lui est agrégé ne va pas faire de prosélytisme une fois. Que c'est vraiment dans le respect du patient. Ça, c'est important. Donc, ça permet de garder une certaine sérénité au sein des services aussi. Et puis, dans la pratique, on s'aperçoit que lorsqu'on est aumônier, on va autant visiter les patients qu'accueillir les soignants. Parce que parfois, les soignants, ils ont besoin aussi de vider leur sac. Et l'aumônier est la bonne oreille et la bonne épaule. Ça veut dire que là aussi, l'aumônier doit être conscient que la relation qu'il peut avoir avec ses collègues agents publics ne doit pas être du prosélytisme. C'est pas sur les heures de travail qu'on peut accueillir le soignant qui est un coup débris et qui a besoin de parler. Donc c'est là aussi où l'aumônier doit être vigilant. Donc il doit être vigilant à la fois dans ses rapports avec ses collègues, à la fois vigilant avec les familles et les patients, et puis surtout vigilant à bien respecter la neutralité du service public et à exercer son ministère suivant les règles de la laïcité. Vous voyez qu'il a un rôle quand même assez complexe, malgré le fait que souvent on parle de visiteurs comme ça un peu de manière oui, bon, c'est un visiteur à l'hôpital, donc voilà, c'est bien, c'est chouette. Mais vous voyez que la tâche est quand même ardue. Ce n'est pas simple de nager dans cet environnement. Voilà, il faut bien repérer sa place, et c'est une place assez mouvante. Voilà, un service en route, vous n'êtes pas accueilli de la même manière. Il faut un temps quand même d'adaptation. Alors vous voyez que là, le rôle de l'aumônier, il est à la fois dans l'espace public, à la fois dans l'espace privé, et que ce petit trait d'union. Et ce petit trait d'union, ça va être aussi le cas du référent laïcité, qui va être à moitié entre le personnel, les élèves, les familles, les agents du service public. Vous voyez que ces petits maillons tout faibles sont des éléments importants de connaissance de la laïcité et d'application de la laïcité. Donc, voir un petit peu les points que vous voulez aborder avec vous.
faut dire